Déjà, je voulais remercier ADN Tourisme pour l'invitation et avoir choisi le sujet de l'hospitalité. Je voulais remercier aussi l'Office du Tourisme, la Maison des Parents et le Foyer des Jeunes Travailleurs d'avoir accepté de faire ce petit film. C'est assez, moi je pense, emblématique puisque l'Office du Tourisme, le Foyer des Jeunes Travailleurs qui existe depuis 1945, le premier en France qui est à Tours, l'Office du Tourisme me racontait qu'il a fallu traverser la rue pour aller les voir et pour entre acteurs de l'hospitalité se rencontrer et faire ce petit film ensemble. Et voilà, c'est déjà assez intéressant de voir qu'on est deux acteurs face à face de l'hospitalité sur un même territoire et qu'on n'est pas amené à se rencontrer, ni dans les réunions de politique publique, ni dans les réflexions de stratégie d'accueil de la ville. Et c'est pareil pour la Maison des Aidants, c'est pareil pour d'autres lieux qu'on avait identifiés, Habitat Humanisme. Et c'est la question que je vous pose, voilà, est-ce que vous avez été amené à rencontrer les autres acteurs qui pratiquent l'hospitalité sur vos territoires? Appuyé, je suis membre d'une coopérative qui s'appelle donc Les Oiseaux de Passage, qui est d'abord une plateforme qui est assez récente et qui réunit une quarantaine de communautés d'hospitalité en ligne qui se présentent, des gens qui pratiquent l'hospitalité sur les territoires ruraux ou urbains. C'est aussi une coopérative qui fait de la recherche, parce que c'est une jeune entreprise innovante sur cette question de l'hospitalité. On a vu que c'est pas aussi simple pratiquer l'hospitalité, il y a des questions fiscales, il y a des questions juridiques, il y a des questions aussi d'imaginaire qui sont pas simples, donc c'est pour ça qu'on a décidé à plusieurs acteurs de développer aussi des activités de recherche. Moi, c'est ce qui m'a amené aussi à faire une thèse sous la direction de Saskia Cousin que j'ai rendue en décembre sur ces questions numériques, tourisme et hospitalité pour comprendre pourquoi c'était si compliqué. Et puis, nous on est dans de la recherche, on va dire aussi action et développement, c'est-à-dire qu'on essaye à partir de là de faire des propositions pour faire changer les cadres juridiques, changer les cadres fiscaux, faire évoluer les indicateurs, les représentations, développer aussi des contenus de formation, d'accompagnement. Parce que voilà, l'hospitalité, il ne suffit pas de se décréter hospitalier, il y a aussi un certain nombre de règles, de cadres qui existent, mais aussi des fois, c'est ce que je vais essayer de montrer, qui sont des freins à pouvoir être hospitalier. Alors je vais m'appuyer sur deux exemples, Marseille, où je suis gérant de cette coopérative, et puis Venise, où j'ai habité 14 ans, et j'ai travaillé autant sur la ville, sur les questions de tourisme, que j'ai aussi fait partie des collectifs d'habitants, vous connaissez, contre les grands navires, etc. Donc c'est deux sur lesquels, deux exemples de communautés d'hospitalité. Marseille, la coopérative, c'est Hôtel du Nord, qui existe depuis 12 ans, qui réunit 80 personnes, structures qui pratiquent l'hospitalité dans le quartier nord de Marseille. Il y a 25 hébergeurs, gîtes et chambres d'hôtes, c'est une soixantaine de chambres. C'est aussi des gens qui ont un catalogue d'une centaine de balades urbaines qui sont construits par des habitants, des érudits, des conservateurs qui permettent de découvrir Marseille, on dit nous par son nord, à travers l'histoire des migrations, des jardins ouvriers, des luttes sociales, des fabriques. On travaille aussi avec, on a parlé des passeurs de culture, mais nous aussi on travaille avec Migrant Tour sur ces questions-là. Il y a aussi des producteurs locaux, puisque dans la coopérative, il y a les dernières savonneries des quartiers nord de Marseille, il y a des gens qui font du miel, il y a des producteurs, et à travers les projets aussi, on raconte ce territoire. Et puis ensuite, nos membres ont édité à peu près une vingtaine d'ouvrages, des récits d'hospitalité, ce qu'on appelle les récits d'hospitalité, qui racontent Marseille par son nord, et qui sont écrits par des habitants, des conservateurs, des historiens, des artistes, et qu'on retrouve dans nos chambres et qu'on diffuse. Je dirais en tourisme, ça s'approcherait peut-être d'un ce qu'on appelait avant un syndicat d'initiative. Ça veut dire des habitants qui développent à la fois de l'hospitalité, qui travaillent sur les récits du territoire, à la fois pour eux, mais aussi pour les gens qu'ils accueillent. Et quand je dis qu'on est une coopérative d'habitants, c'est que dans nos statuts, les habitants ont la majorité. Et pour nous, habitants, c'est autant quelqu'un qui habite qu'une association, qu'une entreprise qui travaille là, mais aussi des gens qui sont de passage. On l'a vu avec la question aussi des réfugiés sur les parcelles d'accueil. J'ai fait cette carte rapidement pour vous montrer quelques lieux d'hospitalité dans les quartiers nord de Marseille. Les Aidants à Verduron, on a l'hôpital Nord, nous c'est un hôpital qui accueille 1000 personnes par jour. Et dedans, il y a des gens qui viennent aussi de Corse, parce qu'il y a des hospitalisations pour longues maladies, d'autres régions. Et bien l'hôpital a une maison pour accueillir les personnes, mais qui n'est pas suffisante. Et avec eux, on a développé un réseau de chambres d'hôtes autour pour accompagner les personnes. Et depuis l'année dernière, l'État a sorti un nouveau décret qui s'appelle l'hôpital hospitalier, et qui pour accueillir les femmes enceintes qui sont à plus de 45 minutes d'un hôpital. Et là aussi, on a développé un partenariat avec l'hôpital pour accueillir ces femmes dans les chambres d'hôtes à proximité de l'hôpital. J'ai mis les stacks, parce que c'est le site touristique. Là aussi, on a des gens qui viennent pour le chemin des peintres. Mouropiane, c'est une zone économique. Il faut savoir que le quartier nord, on est la première zone économique de Marseille. Et il y a beaucoup d'entreprises aussi, parce que c'est zone franche. Et il faut accueillir des stagiaires, il faut accueillir des gens qui viennent travailler une fois par semaine sur le lieu, il faut accueillir des gens en formation. J'ai mis aussi à Saint-Henri, un village, un noyau villageois, où on est là plus sur l'accueil des proches, des gens qui organisent des mariages, des fêtes et qui ont besoin d'héberger. Les Saint-André, les réfugiés, on a une maison d'accueil qui accueille des réfugiés. Et à Marseille, il faut savoir aussi l'accueil, vous avez entendu le drame qui s'est passé à Tivoli et l'appel du maire aux acteurs du tourisme pour accueillir les gens qu'il a fallu évacuer dans l'urgence. Mais c'était déjà le cas avec les effondrements de Noailles,
puisqu'il y a plusieurs appartements qui ont continué à être vidés pour des questions de sécurité les mois suivants, il a fallu les accueillir. Donc il y a aussi ce type d'hospitalité. Voilà, j'ai mis un autre exemple, à Cabucel, où là on accueille beaucoup de stagiaires plutôt Si j'aimais cette diversité, c'est que moi, en tant que gérant de la structure, j'ai été amené à devoir créer les cadres de toutes ces hospitalités. Et donc, à chaque fois, je me posais la question, est-ce qu'ils doivent payer la taxe de séjour ou pas, des questions fiscales, où c'est qu'on va pouvoir rentrer en contact avec ces personnes de passage, comment ils vont nous connaître, comment on va être classé. Donc, à m'intéresser, en fait, à très concrètement comment cette hospitalité plurielle pouvait s'inscrire dans des cadres juridiques, dans des cadres assurantiels, dans des cadres fiscaux. Et c'est là où j'ai vu que ce n'était pas aussi simple que ça. Et donc la première partie, c'est quand j'ai commencé ma thèse en anthropologie, le tourisme, souvent on le définit, on reprend ce qu'avait dit Didier Urbain, ils ont dit c'est l'idiot du voyage. Donc voilà, on ne veut jamais être le touriste, on est toujours plutôt dans une logique de distinction sociale. Voilà, il y a cette approche-là où même quand on est soi-même chercheur, anthropologue, on ne veut pas être pris pour un touriste, etc. Mais en fait, quand on pratique le tourisme, et vous le savez tous, c'est une définition très précise, le touriste. Il est défini au niveau fiscal, il est défini au niveau du droit, il est défini au niveau statistique, il est défini au niveau commercial, il est défini au niveau marketing. Et du coup, je me suis demandé qui est compté comme touriste dans les statistiques, mais aussi dans les comptes satellites de l'État. Qui est taxé, à qui on doit faire payer la taxe ou pas de séjour. Qui est ciblé, ça veut dire par les politiques que vous mettez en œuvre, qui c'est qu'on cible et qui c'est qui n'est peut-être pas ciblé aussi dedans. Qui est autorisé, c'est le visa tourisme, hein. Vous savez qu'il y a des visas... il y a des visas BTP, il y a des visas grand talent, il y a d'autres visas, mais il y a un visa spécifique pour accueillir les touristes qui est protégé. Le code du tourisme relève du code de la consommation, donc les touristes sont protégés comme consommateurs. Quid des autres, qu'est-ce qui les protège? Et puis après, qui est désiré? On a entendu ce matin l'envie d'hospitalité, d'accueillir, d'avoir plus de personnes à accueillir. Il y en a d'autres qui sont des fois, ou qui sont peut-être des fois aussi ignorés. Et du coup, ça a été de m'intéresser à cette catégorie de touristes, et du coup, ceux qui ne sont pas touristes, qui c'est? Qui sait qu'il n'est pas justement dans ces logiques de taxes, de désir, de ciblage, de protection, etc. Et je vous ai mis cette image, vous la connaissez tous, j'imagine, cette définition. Hein. C'est la définition qui, quand même, depuis presque 100 ans maintenant, définit ce qu'est un touriste. Elle a été adoptée en 1930 au moment de la crise, où il a fallu, en même temps qu'a été adopté le passeport Nissen, le premier passeport international, où il a fallu gérer des flux de personnes qui se déplaçaient, des gens qui étaient réfugiés, des apatrides, mais aussi, et je reprends une expression d'un des directeurs du Touring Club, il fallait aussi aspirer l'or des étrangers pour relancer l'économie. Donc il y a cette définition. En 1963, elle est adoptée au niveau de l'ONU, donc au niveau international. Et en 2008, l'OMT a sorti un ouvrage qui fait à peu près 80 pages et qui définit exactement qui c'est qu'on compte comme touriste et qui c'est qu'on ne compte pas comme touriste. Donc il faut quand même 80 pages pour arriver à préciser très concrètement qui ne rentre pas dedans. Alors je vous ai pas je vous ai mis ce schéma-là qui est dans ce rapport-là. Quand on lit, on voit que c'est compliqué quand même. Et si vous regardez en haut, il y a tous les voyageurs, donc toutes les personnes de passage, et vous avez non inclus dans les statistiques du tourisme et inclus dans les statistiques du tourisme. Donc on voit bien que là, il y a cette distinction qui fait entre ceux qui sont d'un côté, qui vont relever des taxes du tourisme, du code du tourisme, du visa, du ciblage, du marketing, mais du coup, qui sont les autres? Vous retrouvez les travailleurs frontaliers, les travailleurs temporaires longue durée, qui sont là-dedans, les saisonniers dont on a parlé, mais les gens qui viennent faire des CDD, les travailleurs détachés, les gens qui viennent faire des chantiers, les gens qui viennent faire des stages, les gens qui viennent faire des civiques, les apprentis. Si vous regardez, voilà, immigrants permanents, nomades et réfugiés, les gens en transit, les équipages, les études longue durée, les diplomates, les membres, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de personnes, on en a parlé, hein, il y en a plusieurs qui les ont citées, qui sont aussi de passage sur ces territoires, qui ne sont pas considérés comme des touristes. Alors, là, ils se sont un peu superposés les chiffres. Combien sont ces autres personnes de passage? Je me suis intéressé à me dire combien ils sont. Alors, j'ai posé aussi la question à Tours, hein, quand on a fait ce travail-là. Est-ce que vous savez qui sont les autres personnes de passage sur votre territoire? Alors, on sait les gens qui arrivent à la gare, on sait les gens qui arrivent à l'aéroport, mais ça, je l'ai fait plusieurs fois dans plusieurs territoires. En fait, c'est des éléments qu'on n'a pas. Combien il y a d'étudiants, combien il y a d'aidants, combien il y a de gens qu'il faut mettre à l'abri chaque nuit. Ce n'est pas des données qui sont faciles à trouver et qu'on trouve forcément. Donc nous, il a fallu qu'on développe aussi tout un travail pour essayer de trouver ces données. Alors j'en ai mis quelques-unes qui datent de 2019. Les mises à l'abri, 200 000. On a parlé tout à l'heure de Paris. Paris, c'est 50 000 personnes qui sont mises à l'abri toutes les nuits. Donc une bonne partie dans ce qui est les hôtels. Et c'est vrai que l'arrivée des Jeux Olympiques, ça pose une vraie question, puisqu'il y a déjà, l'année dernière, les hôteliers qui ont rompu leur convention avec l'État pour accueillir les mises à l'abri, et 2400 places en moins. Je ne sais pas combien vont rompre cette année, mais ça pose la question, où c'est qu'on va aller ces gens-là pendant les Jeux Olympiques?
Et voilà, ça c'est 200 000. Les gens du voyage, c'est 300 000. Alors, gens du voyage, c'est très large comme catégorie. En discutant avec les touristes de la ville de Strasbourg, ils me disaient que les forains qui viennent faire le marché de Noël, il y en a qui dorment dans leur voiture. Ou alors qui dorment très très loin et qui ne trouvent pas de place où être hébergés. Les étudiants, 2,5 millions, il y a un rapport du Sénat de l'année dernière qui dit que 250 000 ne trouvent pas d'hébergement à la rentrée. On le voit dans les articles de journaux, ceux qui dorment dans leur voiture, ou alors qui sont amenés à louer des chambres et à dormir et à 3 dedans après, pour le reste de leur... Les apprentis, il y a une volonté de l'État d'en avoir de plus en plus. On arrive aujourd'hui à 1 million de personnes qui sont apprentis ou ceux qui sont hébergés. Bon, après, voilà, les stagiaires, 1,6 million, les travailleurs détachés, 260 000 qui font au moins 2 missions par an. Les saisonniers, on en a parlé, 1 million, donc 2 tiers dans le secteur du tourisme et un tiers dans l'agriculture. Les aidants, 11 millions. Et après, c'est vrai que si on met le chiffre des tourismes internationaux, 90 millions. Donc on se dit, ouais. C'est intéressant quand on regarde la durée des séjours aussi. On se met à penser aussi en termes de nuitées. Les mises à l'abri, on est sur une moyenne d'1 an. Les étudiants, on est sur des moyennes de 9 mois. Les stagiaires, on est sur du 3 mois. Les travailleurs détachés, du 100 jours. Les saisonniers, 60 jours. Les vacanciers, quand les Français vont en vacances, sont plutôt autour de 9 jours. Et les touristes, on est des séjours qui sont plutôt de l'ordre de 2 nuitées, à peu près sur les hébergements. Donc nous, par exemple, les touristes, ça peut représenter une part dans les quartiers nord de 1 tiers, voire la moitié. Mais en termes de nuitées, ça représente beaucoup moins. Parce que voilà, il y a des gens qu'on accueille sur des durées beaucoup plus longues. Donc déjà, ça donne un autre aperçu. Et donc, je me suis aussi intéressé, derrière on s'est intéressé, nous, à quels sont les freins à l'hospitalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on fait cette distinction? Pourquoi est-ce qu'on distingue des personnes qu'on accueille d'autres avec... et qu'est-ce qui fait que c'est compliqué des fois dans nos pratiques, ce que j'ai pu identifier au sein d'Hôtel du Nord, mais aussi de toutes les autres communautés d'hospitalité avec qui on travaille. Il y en a plusieurs, il y a la montée en gamme. Ça a été dit, tout le monde monte en gamme, mais c'est vrai que monter en gamme, c'est 10% du parc hôtelier qui était en luxe il y a 10 ans, c'est 25% aujourd'hui. Pour vous donner l'exemple de Marseille, c'était 1000 chambres, 1 étoile il y a 10 ans, 1000 chambres, 4 étoiles. Aujourd'hui, il y a 100 chambres, 1 étoile, 2400 chambres, 4 étoiles. La question qui se pose, c'est où vont les gens qui allaient avant dans les 1 étoile? Où c'est qu'ils sont logés, les gens qui allaient dans les chantiers, les gens qui avaient ce type de... Donc ça, c'est un des freins, mais on les voit aussi arriver dans les chambres, parce qu'ils n'ont plus les moyens de se payer aussi ce type d'accueil-là. C'est aussi tout le calcul tarifaire automatisé. Le fait qu'aujourd'hui, vous allez sur une plateforme, elle va calculer le prix en fonction des vagues, du soleil, des saisons, des événements, etc. Mais quand vous accueillez une femme enceinte, quand vous accueillez un jeune en service civique, c'est pas sur ça que vous allez baser le calcul du prix. Donc vous allez négocier, vous allez faire en fonction du forfait qu'il a, de combien il est remboursé. Aujourd'hui, c'est pas possible sur une plateforme. Le calcul dépend du revenu management. Les services, tous les classements sont basés sur les mêmes critères qu'à Tout France ou Booking, le confort. Et c'est vrai que ça pose une question, le confort, donc l'espace, le privatif, l'équipement, c'est important, mais aussi toute la question, on l'a vu avec la Maison des Aidants, de savoir qu'il va y avoir des bénévoles qui vont vous accompagner, de savoir qu'il va y avoir des espaces communs, et un certain nombre d'autres éléments que nous on parle qui relèvent du réconfort qu'on ne peut pas renseigner donc aujourd'hui sur les plateformes numériques et dans les systèmes de classement. Le lien avec les tiers de confiance, savoir que quand vous êtes quelqu'un qui accueille, on a parlé du foyer de jeunes travailleurs, ils accompagnent, parce que il faut savoir que tous ces lieux, type foyer de jeunes travailleurs, maison des aidants, sont tous saturés. Ça veut dire qu'ils ont dit travailler avec des hôtels, ils essayent de trouver, ils font de l'intermédiation immobilière pour accompagner des gens à accueillir par exemple des jeunes travailleurs, parce qu'on passe d'un contrat d'hébergement à un contrat de logement, on a le droit à la CAF, donc il y a tout un travail d'accompagnement. Voilà où c'est qu'on les trouve ces tiers de confiance. Les contacts directs, un problème que nous on a aujourd'hui avec les plateformes, c'est qu'il faut d'abord payer avant de se parler. Et du coup, des fois, nous, quelqu'un qui vient dans une chambre qu'on accueille, on va lui conseiller une autre chambre parce que voilà, il y a un escalier, parce que ça correspond mieux à sa demande, parce qu'il veut rester sur une longue durée. Ben là, non, on est obligé d'accepter la réservation et après on peut discuter. Donc ça, c'est un vrai souci, l'absence de pouvoir d'avoir un contact direct. La durée des séjours, quand vous accueillez, ça a été dit, une femme enceinte qui vient, c'est pas qu'elle vous dit la fin, je vais accoucher ce jour-là et donc je reste jusqu'à quand. Non, elle vient, elle a une durée, c'est pareil pour les hospitalisations, donc on a une date de début, on n'a pas de date de fin forcément, donc il y a des choses aussi, on s'adapte. Et puis je voulais parler aussi de la taxe de séjour. Elle est collectée, toutes ces personnes autres ne devraient pas payer la taxe de séjour. Si vous regardez sur le site Airbnb, il y a marqué qu'ils collectent la taxe de séjour auprès de tout le monde, et après c'est à chacun de se retourner vers son office du tourisme pour se faire rembourser. Je serais curieux de savoir, vous, combien vous avez eu de demandes de ce type-là, de personnes qui ont dit j'ai payé sur la plateforme, j'aimerais bien être remboursé. Et est-ce que vous savez la part de gens qui payent la taxe de séjour alors qu'ils ne devraient pas la payer? Ou alors est-ce que vous prenez en compte dans vos politiques et que vous développez aussi des politiques par rapport à l'accueil, ce qui a été dit, des saisonniers, des parcours? Parce que là, il y a des gens qui payent des taxes par rapport au séjour. Les cadres de l'accueil, donc après c'est poser les questions, quelles sont les motivations? Pourquoi il y a des gens qui sont quand même hospitaliers?
Ce qui est assez surprenant quand on fait ça a été dit là, il y a des gens en fait qui accueillent déjà énormément de personnes différentes, des saisonniers, des mises à l'abri, des aidants. Avec le Covid, en plus, il y en a beaucoup des professionnels qui ont été amenés à accueillir des gens en quarantaine, des longues durées, parce qu'en fait, il n'y avait plus les touristes internationaux et tout. Donc il y a eu ce développement. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui motive à ce qu'une destination devienne elle aussi touristique? Et puis nous, ce qu'on appelle communauté d'hospitalité, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc après, je vais... Donc qu'est-ce qui motive ça a été dit, les pros, il y a toute la question de la résilience économique. On l'a vu avec le Covid, ceux qui dépendaient totalement d'une clientèle internationale, moi j'étais à Venise à cette époque-là, ça a été catastrophique. Ceux qui avaient déjà quand même des accueils différents, eh bien, eux, ils ont pu continuer à accueillir une clientèle différente. Et ça a été dit aussi, le changement climatique va amener des changements en termes de voyage. Et voilà, il y a aussi ceux qui anticipent ça. Il y en a qui en font même un modèle économique. Je pense, si vous allez à Venise, je vous conseille d'aller au Combo. C'est un des meilleurs lieux d'hospitalité. C'est un très beau cloître à Venise, mais c'est en même temps des chambres pour les étudiants, c'est une auberge de jeunesse, c'est des chambres pour les familles, c'est des chambres pour les professionnels, c'est un restaurant gastronomique, c'est un bar, et c'est un très beau cloître où tout le monde peut venir là, s'asseoir sans consommer, échanger, faire les anniversaires des enfants, organiser des expositions, des marchés. Et donc c'est un modèle économique qui est construit. Mais j'aurais pu citer aussi Habitat Humaniste qui est à Tours et qui construit des lieux aujourd'hui partout en France qui font à la fois de la chambre d'hôte, de l'habitat social, des lieux de travail partagé, des jardins partagés, etc. et qui pensent leur modèle économique. Et ça a été présenté aussi sur un exemple, là, il me semble, sur Bruxelles, si je ne me trompe pas, voilà, de ces lieux qui aujourd'hui se construisent sur ce type d'hospitalité. C'est aussi une question de qualité de métier, on a parlé de la grande démission. Et bien, accueillir des gens que de nuit, ça veut dire faire check-in, check-out, ménage, check-in, check-out, ménage, c'est faire que ça. Et il y en a qui aujourd'hui aussi accueillent des gens sur la durée, c'est aussi une qualité de relation, c'est avoir du temps avec, ça donne du sens aussi à son métier, d'avoir une diversité de personnes. Et je n'ai pas les chiffres, mais je sais qu'après le Covid, il y a des gens qui n'acceptent plus des séjours en dessous d'une semaine. C'est-à-dire, voilà, ils ne veulent plus faire du 2 jours, 2 jours, 2 jours, 2 jours, parce que là, on ne fait que du ménage, on ne fait plus de la relation et de l'accueil. Donc ça, c'est voilà, la qualité, le sens du métier. Et puis après, il y a la mixité sociale qui vient aussi le projet des auberges des jeunesse, je disais, d'habitat humaniste. Il y a des gens pour qui ça reste, quand on parle que le tourisme est un rencontre. La première rencontre, c'est peut-être déjà avec les autres voyageurs, mais aussi avec les personnes qui vous accueillent. Je pense aux Asie, qui est un hôtel d'insertion et qui construit une relation entre ses habitants, mais aussi les auberges de jeunesse de Charente-Maritime, où 80% du personnel est porteur de handicap. Et toute la relation se construit aussi, cette rencontre, à ce niveau-là. Pour les destinations, je crois qu'il y a tout ce qui est la croissance. On l'a vu, les touristes, il y en a de plus en plus, et tant mieux, ça a été dit. Il y a les JO qui arrivent, il y a la Coupe du Monde de rugby, etc. Mais on voit aussi que les personnes à mettre à l'abri, les réfugiés d'Ukraine, etc., il y en a aussi qui arrivent de plus en plus. Les étudiants, il y en a de plus en plus. Et c'est ce qui crée les tensions, en fait. C'est que tous, dans des endroits, ces gens-là se trouvent en compétition entre eux, au lieu d'être dans une logique où il y aura un équilibre entre les différents accueils. Et on a parlé du climat, et c'est vrai que ça aussi, l'ONU annonce 1 milliard de gens qui vont être déplacés dans les années à venir à cause du climat. Alors on pense souvent à ceux qui vont être déplacés forcés, mais il y a aussi tous ceux qui aujourd'hui s'achètent une résidence secondaire, et peut-être qu'en tout cas nous dans le sud c'est le cas, il y a une croissance des résidences secondaires avec des gens qui se disent si à nouveau il y a un confinement, j'aurai une maison où me mettre avec un jardin, etc. Et ça crée aussi, voilà, il y a aussi ces mouvements qu'il faut anticiper. Voilà, tout ce qui est résilience économique, construire un modèle économique qui ne repose pas que peut-être sur l'international. C'est aussi des gens qui restent sur des plus longues durées, ils ne consomment pas dans les mêmes commerces. Je peux le dire à Venise, à la sortie du confinement, ceux qui sont revenus, c'est les gens qui travaillaient, c'est les gens qui étudiaient. Mais en fait, c'est eux qui ont permis, qui font vivre aussi le commerce de proximité au même titre que les habitants, parce qu'ils restent sur des longs séjours, ils n'ont pas les mêmes modes de consommation. Tout ce qui est... On parle des habitants. Quand on est habitant, on accueille des gens, on fait des mariages, on fait des activités sportives pour ses enfants, on est amené à faire des choses. Honnêtement, j'ai jamais fait un mariage à Venise parce qu'on n'avait pas la possibilité de toutes les familles d'accueillir avec les prix, mais j'ai pas pu non plus organiser une compétition sportive pour mes enfants parce qu'on ne pouvait pas demander aux gens de payer les prix saisonniers du tourisme. Donc ça, c'est une vraie question aussi d'hospitalité. Quand on vit quelque part, on accueille aussi. Mais aussi quand on est artisan, on veut accueillir un apprenti, quand on est une entreprise, on veut accueillir un stagiaire. Et ça, si, c'est une vraie question de développement social, culturel, économique d'un territoire. L'hospitalité, elle sert aussi à ça. Elle ne sert pas qu'à accueillir des gens qui vont consommer dans l'industrie touristique. Je pense à la Fenice à Venise, qui a du mal à accueillir les troupes qui viennent et qui font des représentations avec leurs techniciens, etc. Le renouvellement de la population, on en a discuté à midi. Je pense qu'il y aura une vraie étude à faire aujourd'hui dans les renouvellements des populations des villes. Il y a des gens qui viennent étudier, les gens qui viennent faire des stages, qui après décident de venir habiter.
Là, on fait un travail avec le réseau Accueil Paysan, qui sont un millier de lieux d'accueil en France. Il y a le développement, je ne sais pas si vous connaissez le woofing, qui existe depuis les années 70. On vient quelque part pendant un mois dans une ferme, en échange d'aider, on a le gîte et le couvert. Et bien, ils ont une explosion après le Covid du nombre de gens qui viennent faire ça parce qu'ils veulent changer de vie. Ils veulent aller à la campagne. Et du coup, avant de prendre une décision sur un coup de tête, et bien, ils vont essayer dans une ferme, ils vont discuter avec la personne. Donc voilà, il y a un lien aussi sur le renouvellement. Bon, l'accès aux vacances pour tous, c'est important aussi. 40% des personnes qui partent en vacances et qui stagnent depuis et même qui régressent. Donc c'est une vraie question quand même. Et puis moi, je tenais à insister, c'est une question aussi de dignité et humanité. On monte en gamme dans le tourisme, on descend en gamme dans l'accueil des autres voyageurs. Les étudiants aujourd'hui, c'est pas un par chambre qui sont, c'est 3 par chambre quand même de plus en plus. Les saisonniers, on en a parlé, mais il y a des gens qui proposent de les loger dans des containers ou de les loger plus loin. Ça pose quand même des questions, pourquoi ils ne devraient pas être accueillis aussi dignement. Et puis dernièrement, j'ai partagé une pétition de bergers qui eux sont amenés à faire la transhumance, donc à être itinérants. Et on leur donne des cabanes de 4 mètres pour habiter à 2 avec leurs chiens. Et c'est l'hospitalité qu'on leur propose. Donc on voit aussi que les autres personnes de passage, pourquoi il y a cette distinction, pourquoi il y en a qui mériteraient d'avoir une très grande satisfaction de client. Et moi je rêvais en voyant tout ce qui était écouté, on veut les accueillir, on veut aller vers eux, on veut voilà, qu'il y ait un parcours client. Et je me disais voilà, mais s'il y avait ça pour mon fils quand il fait des études, s'il y avait ça pour quand il va travailler dans le secteur du tourisme, si ce discours il va aller pour tous, ça donnerait envie. Sauf que là c'est vrai qu'on voit qu'il y a une distinction quand même qui se fait. Je finis parce que c'est... j'avais bien souligné. Oui, j'avais mis un peu plus court. Donc je finis sur vers quelle communauté d'hospitalité. C'est pourquoi on parle de communauté d'hospitalité et d'aller vers des assises de l'hospitalité. On pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faudra mettre en œuvre et c'est sur ça qu'on a envie, nous en tout cas, de continuer de développer des programmes de recherche. Déjà monter des observatoires qui ne s'intéressent pas qu'aux arrivées aux aéroports et dans les gares, mais qui sachent dire, ben voilà, dans telle ligue, il y a toutes ces personnes qui sont accueillies et qu'on sache aussi anticiper les mouvements, et c'est pareil pour les Jeux Olympiques, qu'on sache anticiper ben, qu'est-ce qu'on va faire de tous les gens qui vont venir faire des stages, passer des concours dans la ville en amont. Donc ça c'est une question aussi pour les intervenants. Qu'on fasse aussi une cartographie de tous les lieux d'hospitalité. Voilà, on a vu, moi j'ai commencé à le faire rapidement sur Tours, mais il y a énormément de lieux d'hospitalité, donc cartographier, voir qui ils sont, est-ce qu'ils ont besoin, cartographier les dispositifs. Je vous ai parlé de l'hôpital hospitalier, mais il y a plusieurs dispositifs qui existent, qui sont déjà en œuvre. Il y a besoin aussi d'accompagner les professionnels. Voilà, quand on veut accueillir des aidants, il ne suffit pas de le dire, derrière il faut aussi un partenariat avec l'hôpital, parce qu'il y a un accord, par exemple, nous qu'on a, où on a un numéro de téléphone 24 heures sur 24, s'il y a le moindre souci, l'hôpital envoie une ambulance, vient, prend le relais, c'est pas à la personne qui accueille de porter ça. Il y a ce que disait aussi Saskia sur le modèle économique, ça veut dire qu'on mobilise du marchand, on mobilise du bénévolat, on l'a vu avec la maison des aidants, et on mobilise du service public, de l'espace public. Donc c'est comment on construit collectivement une hospitalité. Et puis après, il y a toutes les interfaces. Si je dis non, on a développé une plateforme, c'est parce qu'en fait, on n'existe pas sur les plateformes aujourd'hui et qu'on a été obligé de, voilà, quand le calcul du prix est automatique, quand les seuls critères de classement c'est le confort, quand on peut se présenter que tout seul, et bien on ne peut pas faire tout ce travail d'hospitalité. Donc il y a vraiment un travail à faire pour réinventer les interfaces pour être en capacité d'être hospitalier. Voilà, merci.